Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain vous parle. Monsieur Pierre Laval exercera sous mon autorité la direction de la politique intérieure et extérieure du pays. 19 avril 1942. C'est avec lui que j'ai, au moment le plus tragique de notre désastre, fondé l'ordre nouveau qui doit assurer le relèvement de la France. Pierre Laval a-t-il abusé de la faiblesse du vieux maréchal? Philippe Pétain s'est-il protégé derrière celui qui tient le rôle du salopard? Pétain-Laval, un couple mortifère, marié pour le pire et pour le pire. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Aujourd'hui, le nom de Philippe Pétain incarne à lui seul le régime de Vichy et le choix de la collaboration avec les nazis. Or, en réalité, il s'est appuyé sur un maquignon de la politique, Pierre Laval, auvergnat, surnommé Buonaparte par les collaborationnistes. Buonaparte se prend pour Talleyrand. Pétain et Laval se sont reniflés durant l'entre-deux-guerres. Ils n'avaient pas grand-chose en commun, si ce n'est la conviction d'être des sauveurs. Alors qui était Pierre Laval et fut-il réellement le mauvais génie de Philippe Pétain? Ce sont les deux questions de ce nouvel épisode. Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. 7e épisode, l'ami Laval. C'est moi seul que l'histoire jugera. L'histoire commence en Auvergne, le 28 juin 1883. Ce jour-là, un couple d'aubergistes de Châteldon, dans le Puy-de-Dôme, donne naissance à un fils, prénommé Pierre. Pierre Laval. Le gamin grandit dans cette commune de 2000 habitants où, le soir après l'école, il devient serveur dans le troquet de ses parents. Ça, c'est pour hier. Pierre Laval, c'est d'abord l'histoire d'une ascension sociale. Bon, je bois un coup avec le patron, j'arrive. Pierre Laval commença ses études à l'école communale de Châteldon. Avocat, député, sénateur, ministre, président du conseil, il reviendra toujours dans son village où il a construit son foyer avec la fille du maire, non loin de sa maison natale, aujourd'hui maison des postes de ce village d'Auvergne qui a su garder son âme. Laval monte à Paris en 1909 et travaille d'arrache-pied pour devenir avocat. L'avocat des pauvres, des équarrisseurs de la porte de la Villette ou des enfants exploités dans le nord de Paris. Laval était l'avocat de la CGT Île-de-France. Il répétait « Je suis un ouvrier, parmi les ouvriers, un avocat au service des camarades ». Plaidait pour les syndicalistes, les militants révolutionnaires. Membre du Parti socialiste, mais à gauche. Eh oui, Pierre Laval vient de l'extrême gauche pacifiste. Pacifiste, Laval n'a pas participé à la Première Guerre mondiale. Bon, la guerre. Déclaré inapte au combat et élu député socialiste en 1914, il était dans le collimateur des militaires. Pendant la guerre, Laval est inscrit au carnet B. L'historien Yves Pourchet. Il faut savoir ce que représente le carnet B, c'est-à-dire tous les individus dangereux pour la défense nationale. Donc il est quelqu'un qui a été réformé pour Varice, mais qui représente un danger politique. Donc il ne sera pas arrêté, il est élu député dans cette circonscription d'Aubervilliers sous l'étiquette socialiste, mais c'est presque quelqu'un d'extrême gauche, hein. C'est une gauche très virulente. Il faut savoir que à l'époque, le général Philippe Pétain n'apprécie guère les gens qui sont inscrits au carnet B. Ah, il les déteste, il y a une haine d'ailleurs et une peur qui soit présente dans l'armée, c'est un danger politique. Si le pouvoir politique a mis ça en place, c'est aussi à la demande des militaires. Oh, ça y est, ils ont signé. C'est fini. Regardez. Ça a été signé à 5 heures. Après la guerre, Pierre Laval poursuit sa carrière politique.
Et en 1924, il mène la liste du cartel des gauches dans le département de la Seine. Parallèlement à ses mandats électoraux, Laval devient aussi un homme d'affaires rusé qui investit dans la presse. Finalement, Laval est un paradoxe. Il joue sur ses côtés, le côté rural, mais c'est un homme qui voit l'avenir. Il sait très bien que pour faire une campagne, pour avoir une carrière politique, il faut des journaux. Il aura un journal, mais aussi il aura Radio Lyon, il investira. Donc il sait très bien que la presse est nécessaire, à la fois comme un instrument de diffusion des idées, pour servir une carrière politique. Donc ça sert évidemment à diffuser des idées, ça sert aussi à gagner beaucoup d'argent, non ? Bien sûr, parce que évidemment, Laval mesure tout. Je veux dire, il n'y a pas de gratuité et de dépenses inutiles. Il sait très bien qu'à côté du politique, il y a l'argent, et que l'argent va avec le politique. C'est comme ça qu'il le conçoit en vérité. Son obsession pour l'argent a sans doute corrompu Pierre Laval. Mais pas seulement. Son appétit pour le pouvoir et les honneurs était immense. Et en 1931, assez naturellement, il devient président du Conseil. Autrement dit, chef du gouvernement en France, assis sur une très grande popularité. Il faut imaginer ce que représente la France en 1931. Et surtout le contexte international. La France n'a pas encore subi de plein fouet la crise de 29. Donc, par rapport aux États-Unis, et ne parlons pas de l'Allemagne, elle est dans une position politique, non pas dominante, mais en tout cas très influente. Et évidemment, être président du Conseil à ce moment-là, c'est être au cœur de l'histoire et de ce qui est en train de se jouer. Avant d'entrer en rade de New York, je suis heureux d'adresser mon salut le plus cordial au peuple américain. Une grande et vive amitié unit nos deux pays. Elle sera fortifiée, j'en suis sûr, par les entretiens que je dois avoir avec le président Hoover. Les gouvernements doivent travailler à vaincre la misère et à rétablir la prospérité. Ils doivent se consacrer sans répit à consolider la paix. C'est pour prendre ma part de cette noble tâche que j'ai quitté mon pays et que je viens conférer avec le président de la Grande République amie. En 1931, le président du Conseil, Pierre Laval, est invité aux États-Unis. Un voyage officiel très important où il embarque sa fille Josée. C'est une belle aventure pour eux. Donc sa fille l'accompagne. Vous savez que Madame Laval s'efface systématiquement au profit de sa fille. Elle n'aime pas les mondanités. José Laval va devenir un peu l'image, en tout cas la jeunesse, la beauté, ce que n'a pas son père. Et son père a très bien compris qu'il pouvait se servir de sa fille. Donc ils partent sur le bateau Île-de-France et ils sont accueillis par le président Herbert Hoover. Ça se passe plutôt bien du point de vue de la négociation internationale. Et peut-être c'est à cette époque-là qu'il prend le goût aux négociations internationales, qui considère d'ailleurs qu'il est un véritable homme d'État. Et ça, c'est très important. Le sentiment ou la perception qu'on devient indispensable à l'histoire. Et c'est un peu le travers de Laval. C'est-à-dire, il se bercera de souvenirs. C'est vrai que c'est un voyage assez triomphal pour bien comprendre les choses. Par exemple, il va faire la une du Time en 1932. Il est l'homme de l'année après ce voyage américain. Ce n'est pas rien, Yves Porcher. Et alors, il y a une chose très importante, c'est que Pétain et Laval se retrouvent au même moment. Parce que Pétain vient pour le 150e anniversaire de la bataille de Yorktown. Et Pétain et Laval se croisent à ce moment-là, aux États-Unis. Peut-être commence-t-il à entrevoir des choses, à penser des choses. 16 octobre. Départ au Havre, à bord du paquebot l'Île-de-France, avec le cortège officiel qui accompagne papa dans son voyage aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes accueillis par le Ticker Tape Parade, offert à notre arrivée à City Hall. Le soir, invité par le gouverneur de l'État au sommet de l'Empire State Building. J'appuie de ma main droite la boule qui déclenche pour la première fois le dispositif d'illumination de la Statue de la Liberté devant une nuée de photographes. Au même moment, papa visite incognito Broadway et le métro. Il répond aux journalistes. « Que pensez-vous de l'Amérique ? Si j'avais 20 ans, je viendrais vivre ici. » En quelques jours, je suis célèbre. Je fais plaisir à papa, je m'habille en bleu. Alors vous l'avez dit, sa fille Josée donc l'accompagne dans ce voyage américain et elle devient une vedette lors de ce voyage. Elle est interviewée en anglais, on la voit, des images existent, c'est assez impressionnant, c'est quasiment une sorte de
pré-pipolisation de la vie politique. Tout à fait, parce que Laval a donné justement à sa fille la chance d'avoir une éducation qu'il n'a jamais eue. Elle a fait des séjours linguistiques, donc elle parle anglais correctement. Elle est très jeune, elle a 20 ans. Elle s'habille bien, et donc pour les photographes et pour les intervieweurs, c'est une chance formidable. Donc ils accourent pour voir cette jeune fille française qui accompagne son père en voyage officiel. Tell us about your arrival in America, Miss Navarre. I'm very pleased to be in America. New York is an extraordinary city, and I think that Washington looks very much like Paris. Après cette tournée triomphale aux États-Unis, Pierre Laval joue les grands négociateurs internationaux, en Italie, en Allemagne et en Russie. Mais la crise économique de 1929 le rattrape et son gouvernement est renversé en 1932. Il renoue avec le pouvoir en 1934. Après la crise du 6 février, il entre au gouvernement d'union nationale de Gaston Doumergue. C'est le maintien de la paix dans le monde que la France poursuivra inlassablement. Où il retrouve Philippe Pétain. Pétain va apprécier l'espèce de courage de Laval. Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne. Qui, quand il a des convictions, les défend, même s'il est en minorité au sein du Conseil des ministres. Et puis, sans doute, Pétain aura admiré cette vista parlementaire, cette incroyable connaissance du terrain politique que possède Pierre Laval. Le 21 août, le magazine Vue publie un numéro spécial. Un grand mariage de la Troisième République. José Laval et Châteldon vous parlent. Les mariés sont en première page. Contente ? Oui, contente, mais je voudrais que ce soit fini. Un mariage est une corvée. Ce qui les rapproche dans un premier temps, c'est quelque chose de presque accidentel, c'est le mariage de la fille de Pierre Laval avec René de Chambrun, qui appartient à une famille qui entretient des rapports amicaux avec le maréchal Pétain, et le maréchal Pétain a de l'affection pour René de Chambrun, qui a d'ailleurs enrôlé le maréchal dans son office franco-américain dans les années 30. Donc là, il y a un point de contact qui s'est créé de manière anecdotique, mais qui aura son importance par la suite. La liste des cadeaux est impressionnante. Pétain m'envoie son discours de réception à l'Académie française avec une belle dédicace. Philippe Pétain. Et puis, au fond, ce qui les rapproche, peut-être aussi, ce sont des traits de caractère comme la conviction d'être irremplaçable, d'être appelé à un grand destin en cas de coup dur de la France, d'avoir généralement raison, voilà. Et un autre point de rencontre, c'est le pessimisme fondamental de Pétain avec le pacifisme à tendance défaitiste de Laval. Léon Blum, au congrès national de la SFIO, fin mai 1936. Nous avons pris l'engagement d'entrer dans un gouvernement qui se proposerait comme objet l'exécution du programme du Front populaire. En quoi, Bénédicte Vergès-Chaignon, l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 a pu aussi rapprocher ces deux-là ? L'arrivée au pouvoir du Front populaire signifie pour Pétain et Laval une forme d'éviction des affaires publiques. Alors, pas dans le même registre, on va dire que le maréchal Pétain est poussé délicatement dans une retraite agréable et honorable, tandis que Pierre Laval, c'est un peu l'épouvantail, car il a été président du Conseil, chef du gouvernement en 1935, durant un épisode économiquement pour le moins raté, qui a laissé de très mauvais souvenirs à beaucoup de Français.
pour des raisons de pouvoir d'achat. Et à cet égard, il est presque le contre-exemple par rapport à la politique qu'affiche le Front populaire. Donc, c'est vrai que Pierre Laval peut penser qu'il a très peu de chances de revenir au pouvoir. Or, il désire ardemment revenir au pouvoir car il pense qu'il est le seul qui peut mener la bonne politique pour la France. Et de même, Philippe Pétain peut penser qu'on n'aura plus vraiment besoin de lui. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. Les destins de Laval et de Pétain vont réellement se nouer au cœur de la débâcle face à l'armée allemande en mai-juin 1940. Pierre Laval est à Bordeaux, où il a suivi le gouvernement qui a fui Paris, et il reste très calme au milieu de cette panique générale. Il y a ici des gens qui veulent se battre et d'autres qui ne le veulent pas. Ici, il n'y a que des Français, monsieur. Alors, en quoi sont-ils utiles l'un à l'autre dans ce moment critique où le pays vacille? Laval est, depuis la déclaration de guerre, absolument opposé à cette guerre et est un opposant numéro 1 de tous les gouvernements qui se sont constitués. Donc éventuellement, il échafaude un peu des combinaisons ou peut-être il pourrait faire appel au maréchal Pétain, ce qui est... comment dirais-je, la tendance de beaucoup d'hommes politiques qui voudraient former un gouvernement à ce moment-là. Il a l'impression, exactement comme disait Thiers de Napoléon III, que Pétain serait un décor de dessus de cheminée très utile et qu'on en ferait ce qu'on en voudrait. Et au fond, il va se mettre au service de la politique de Pétain en juin 40, c'est-à-dire tendre vers l'armistice, non pas du tout pour aider Pétain cette fois, mais parce qu'il désire réellement la fin de la guerre. Et donc, il va tout faire en travaillant au corps d'autres parlementaires, en ralliant des amis, en s'opposant très activement pour empêcher le président de la République, une partie des ministres de partir dans l'empire colonial français avec l'intention d'y continuer la guerre. Donc là, sans qu'il y ait de concertation, on va dire que leurs agendas ont convergé dans ces jours-là. Alors, puisqu'on parle d'agenda, Bénédicte Vergès-Chaignon, il faut noter que le 15 juin 1940, à Bordeaux, Pierre Laval déjeune avec l'ambassadeur d'Espagne en France. Pourquoi ce n'est pas anodin? Alors ce n'est pas anodin parce que déjà Laval s'est donné beaucoup de mal. Il faut vous représenter ce qu'est Bordeaux le 15 juin 1940. C'est-à-dire que honnêtement, ce n'est pas le moment d'organiser des déjeuners et de faire des mondanités. C'est la panique, tout le monde court partout. Et lui va se donner le mal d'organiser ce déjeuner car il sait très bien, tout le monde sait très bien, que s'il faut demander à l'Allemagne un cessez-le-feu quelconque, on l'appellera comme on voudra par la suite, il faudra un intermédiaire et que celui-ci sera très probablement l'ambassadeur d'Espagne. Donc Pierre Laval veut le sonder, il a bien raison, car le lendemain soir, quand Philippe Pétain voudra demander aux Allemands les conditions d'un armistice, eh bien c'est bien à l'ambassadeur d'Espagne qu'on s'adressera. Les conditions de l'armistice sont terribles. L'Allemagne va gagner la guerre, c'est sûr. Et dans cette Europe nouvelle qui va naître, la France doit trouver sa place. La collaboration est donc absolument nécessaire. D'ailleurs, à Montoire, Hitler nous a tendu la main.
Alors, Pierre Laval va encourager, embrasser la volonté de Philippe Pétain d'entrer dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est d'ailleurs Pierre Laval qui va organiser la rencontre à Montoire-sur-Loire en octobre 1940 entre Philippe Pétain et Adolf Hitler. Qu'est-ce qu'espère Pierre Laval de cette rencontre à Montoire? Tout l'été, le début de l'automne 1940, Pierre Laval s'est démené pour établir des contacts avec les Allemands et préparer le traité de paix qu'on pouvait encore croire possible à une échéance de quelques semaines ou quelques mois. Il voulait être l'homme central de ces négociations et il lui semble que la proposition faite par Hitler de le rencontrer lui puis le maréchal Pétain lui permet de toucher au but et de montrer à quel point il a été efficace et à quel point il est indispensable. Donc, bien entendu qu'il se rend à l'invitation, entre guillemets, du Führer, et bien entendu qu'il encourage des deux pieds, des deux mains, le maréchal Pétain à rencontrer lui-même Hitler le lendemain. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le Führer chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. Le vainqueur de Verdun ici rend la France à la vie européenne. Il a donné aux Français le droit d'espérer. Chacun de ces actes leur dit « Nous avons à restaurer la France, suivez-moi ». Le maréchal Pétain entend être lui aussi celui qui a les contacts les plus utiles et les plus efficaces avec les plus hautes instances allemandes. La différence par rapport à Laval, c'est qu'il ne court pas partout à Paris pour rencontrer éventuellement des seconds couteaux. Et donc, il semble lui aussi toucher au but en répondant à la demande d'Hitler. Et au fond, comme la guerre est en train de se prolonger un peu plus que ce qu'on avait cru lors de la signature de l'armistice, il voudrait demander des aménagements sur le régime d'occupation de la France et peut-être des libérations de prisonniers de guerre français si possible. Montoire, c'est une idée de Laval. Oui, l'Auvergnat manœuvre le maréchal et trafique à Paris avec les Schleux. Il se prend pour le maître. Bougnaporte en fait trop, ça va mal finir. Alors, de loin, on a l'impression que c'est un duo, Laval-Pétain, qui fonctionne pour à la fois rencontrer Hitler à Montoire, mettre en place la collaboration. Or, en réalité, il y a une grande méfiance qui s'instaure entre eux assez vite. Pour quelle raison ? Après Montoire, effectivement, Pierre Laval semble récompensé, puisque enfin, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Voilà, le grelot qui lui était refusé depuis des mois. Néanmoins, c'est le début de la fin pour cet épisode des relations entre Laval et Pétain. D'abord, il y a des considérations presque personnelles. Ce sont des hommes avec des tempéraments si différents qu'ils ont du mal à se côtoyer et plus encore à travailler ensemble. Pétain, c'est un homme de l'écrit, des notes, du travail de type d'état-major. Il faut que tout soit bien préparé, bien rangé et qu'on lui propose des textes, qu'il ait le temps d'étudier un peu, qu'on discute calmement. Laval ne travaille jamais en un sens. Il n'écrit rien, il lit les dossiers en diagonale, il fait sûrement pas de notes, ça palabre, ça discutaille dans le bureau, dans les couloirs. En politique, tout le monde a toujours quelque chose à vendre. Le tout, c'est d'acheter au moment où il faut. Il a quelque chose d'insaisissable. Effectivement, ce sont deux mondes, le parlementarisme, l'état-major, qui n'arrivent pas à trouver de point de connexion. En dehors de ces questions personnelles, il y a aussi une rivalité très forte pour savoir quel est celui qui a la main sur les relations avec l'Allemagne, qui est un point crucial. Et les deux veulent être au cœur de ces relations, négociations espérées.
Donc il y a là une vraie rivalité qui dépasse de toute façon la mésentente personnelle. Vous avez perdu ma confiance. Vous avez perdu ma confiance. Vous avez perdu ma confiance. Vous m'attristez, monsieur le maréchal. À vous avoir vu à l'œuvre, j'ai compris que vous êtes une girouette et que vous tournez à tous les vents. Français, je viens de prendre une décision que je juge conforme à l'intérêt du pays. Monsieur Pierre Laval ne fait plus partie du gouvernement. C'est pour de hautes raisons de politique intérieure que je me suis résolu à prendre cette détermination. Elle ne retentit en rien sur nos relations avec l'Allemagne. Je demeure à la barre. La révolution nationale se poursuit. Voilà. Alors, excédé à la fois par son caractère, mais aussi par les manigances de Pierre Laval, Philippe Pétain va finir par se débarrasser de Pierre Laval le 13 décembre 1940, contre l'avis des Allemands. Alors, qu'espère à ce moment-là, une fois libéré de Laval, Philippe Pétain ? Philippe Pétain espère reprendre la main sur les relations avec l'Allemagne. On va croire sur le moment que ce renvoi, accompagné d'une arrestation temporaire, est un désaveu de la politique de collaboration. Ce n'est pas ça. C'est la volonté de Philippe Pétain de rester aux commandes. C'est la raison pour laquelle il se débarrasse de Laval. Monsieur le Président, vous êtes en état d'arrestation. Et puis arrive, là c'est quand même extraordinaire, l'épisode du 13 décembre 40. L'historien Denis Péchanski. Pétain va le faire arrêter, c'est comme une sorte de putsch intérieur. Monsieur Laval ne fait plus partie du gouvernement. Monsieur Flandin... Et là, les Français vont se dire, mais voilà, on a compris. En fait, Pétain, c'est bien notre héros. Quand il a dit, je fais le pari de la collaboration, c'était ridicule de le croire, bien entendu, que c'était pas ça, sa pensée profonde. La preuve, il fait arrêter Laval, qui lui est l'homme des Allemands. Ça, c'est très intéressant pour comprendre comment la personnalité même de Pétain a été décisive dans l'espèce de nuage qui va être mis entre la réalité de l'occupation et la France de Vichy. D'ailleurs, le renvoi de Laval, il fait écho dans la société française à la poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire. Je dis ça parce que quand Laval est renvoyé, une partie de la France peut se dire « Ah, voilà la filouterie française. Il a serré la main d'Hitler, mais il renvoie Laval. » Donc on protège le vainqueur de Verdun. Toujours. Toujours. Le coup de Montoire est très intéressant parce que, effectivement, le choix de la collaboration, la poignée de main de Montoire, un peuple qui comprend pas et qui trouve la solution. Ah ouais, voilà. En fait, c'était une façon de tromper Hitler et de pouvoir se débarrasser de Laval. Et on va se retrouver avec un régime où le terme patrie va réémerger avec sa pleine définition. Maréchal, maréchal, nous voilà. Mes chers amis, il n'est pas encore minuit, mais déjà, beaucoup d'entre vous veillent, comme ils veillaient au cours des années heureuses. Je viens leur tenir compagnie. Durant les fêtes de Noël 1940, Philippe Pétain est serein. Bon Noël, mes enfants, et vive la France. Ravi même de s'être enfin débarrassé de Pierre Laval, ce politicien manipulateur. Laval, lui, pensait que le vieux maréchal serait sa marionnette, sa chose. Mais Philippe Pétain a pris goût au pouvoir et il ne compte pas le rendre. Révoqué, Pierre Laval quitte Vichy et remonte à Paris, où il reprend ses affaires. Le cabinet Laval continue quand même à être un cabinet important. Il est en liaison avec Chambrun, son gendre, qui a créé lui-même son cabinet. Il fréquente les Allemands, il fréquente les milieux d'affaires. Il ressource certainement un peu ses biens personnels. Et puis, il attend le pouvoir, il attend les événements. Et parmi les événements, Yves Pourchet, nous voilà au 27 août 1941.
Lorsque nous sommes arrivés au début de l'après-midi, mes chers auditeurs, dans cette grande caserne des environs de Paris, nous étions loin de nous douter des événements qui allaient marquer la fin de cette journée. Pierre Laval est à Versailles, dans une caserne. D'abord, que fait-il dans cette caserne ? C'est le départ de la LBF pour le front russe. Donc c'est la Légion des volontaires français. Voilà, exactement. Et donc tous les leaders collabos viennent. Déa est là, Doriot, je pense, et Laval est là, bien entendu, plus les autorités allemandes. C'est la caserne qui regroupe ces légionnaires qui vont partir combattre sur le front russe. Oui, on va lutter contre les bolcheviks, on va prêter main forte aux Allemands sur le front russe. Voici, arrivant à pied, un peu en avance, et que nous n'attendions pas d'ailleurs, Monsieur Pierre Laval. L'ancien président du Conseil est vêtu de bleu avec sa légendaire cravate blanche. Il est reçu par les chefs de la Légion, par Eugène Deloncle, par Marcel Déa, qui sont là, en uniforme. Vous savez, la chemise bleue, le béret noir, la culotte de cheval noir, et qui se tiennent devant les détachements de leurs hommes qui font belle impression par leur tenue, par leur visage où se lit l'idéal, la foi, la décision. Et alors là, durant cette prise d'armes, que se passe-t-il, Yves Pourchet ? Il y a un nommé Colette, alors on ne sait pas très bien, c'est un monarchiste, on ne sait pas si c'est la cagoule qui arme son bras, et ce gars tire. Il tire sur Laval. Messieurs, un attentat. Il vient y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur Laval. On vient de tirer sur Laval, enregistré. Il tire sur Déa et Laval est touché. On dit que c'est son bouton de manchette qui a écarté la balle et il est blessé. Assez grièvement. Assez grièvement. Et ça, c'est très important aussi à comprendre. C'est que Laval était persuadé qu'il courait des risques. Enfin, je veux dire, il a vu la mort, il a pensé la mort. Ce que Pétain n'a jamais vécu en vérité. Donc Laval sait très bien que la mort est possible, elle est le risque de sa politique et de ses engagements. Alors Laval a été grièvement blessé, mais il va s'en remettre. Et c'est là que les Allemands, par l'intermédiaire de Göring, je crois, lui font savoir que Hitler compte sur lui pour les événements à venir. Comment réagit Laval dans un premier temps ? Laval, de toute façon, c'est un animal politique. Donc il sent des mouvements. Et il connaît bien aussi les Allemands, il les a éprouvés. Il joue aussi sur les personnalités. Et comme il les a rencontrés, il a rencontré Hitler, il sait qu'il est un recours possible. Et donc il attend son heure. Pourquoi, Yves Pourchet, les Allemands veulent-ils de Pierre Laval aux affaires à nouveau ? Alors c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une phase de la guerre qui est extraordinaire. C'est-à-dire les Allemands savent qu'à partir de là, la guerre va être totale, extrême. Et donc le pillage de la France, le pillage de toutes ses ressources est absolument indispensable. Et ils savent que Laval est capable justement de négocier ça. On va pouvoir jouer de sa personnalité pour pouvoir prendre encore plus. Avril 1942. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure du pays. Le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef du gouvernement, y dirigera les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. En avril 1942, Bénédicte Berger-Chénion, imposé par les Allemands, Pierre Laval revient aux affaires, comme on dit. Avec quelle ambition pour Pierre Laval ? En avril 1942, Laval voit aboutir la conviction qui ne le quitte jamais depuis des années, qu'il est indispensable, qu'il a raison, et donc que c'est lui qui va pouvoir aider la France et les Français au mieux dans la situation très dégradée dans laquelle ils se trouvent au printemps de 1942. Donc, il ne revient pas du tout avec un programme politique sophistiqué, mais avec son obsession d'être tout le temps en train de négocier au mieux avec les Allemands. Comment Philippe Pétain réagit à ce retour de Pierre Laval aux affaires ? Il admet finalement le retour de Laval. Il se dit que Laval se débrouillera avec les Allemands et que peut-être il aura acquis un peu de prudence ou de tempérance après l'épisode de décembre 1940. Donc c'est pas du tout un drame ou un traumatisme pour le maréchal Pétain que de faire à nouveau de Pierre Laval son chef de gouvernement en avril 42. Le président Pierre Laval vous parle.
guerre, je l'ai déjà dit, n'est pas une guerre comme les autres. C'est une révolution d'où doit surgir un monde nouveau. Vous n'avez rien à redouter, mais tout à espérer du régime qui s'instituera chez nous. Une république plus jeune, plus humaine, plus forte doit naître. Le socialisme s'instaurera partout en Europe. Et la forme qu'il trouvera en France sera dessinée par notre caractère national. Dans son esprit calculateur, une fois de retour aux affaires, que va laisser miroiter Pierre Laval à Philippe Pétain? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que la guerre s'arrête. Et ça, c'est l'idée de Laval. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut trouver un accord. Et la France va pouvoir retrouver sa place, justement, dans ces négociations qui vont se faire entre les Américains, les Russes et les Allemands, surtout les Américains. Donc, il pense qu'il y a une carte à jouer pour la France pour essayer de retrouver un peu sa position. Laval dira toujours, je suis un syndic de faillite. Donc, la faillite est là. Et donc, je gère avec un État qui est en faillite, quoi. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'immenses sacrifices. Et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à l'usine et au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Alors, dès le 22 juin 1942, Pierre Laval annonce à la radio, annonce la couleur aux Français. Il déclare cette phrase restée célèbre, je souhaite la victoire de l'Allemagne, car elle seule peut empêcher le péril bolchevique. Ce discours lui coûtera cher, Bénédicte Vergès-Chaignon. Or, vous dites qu'on peut y déceler la main de Philippe Pétain derrière ce discours. La main maladroite de Philippe Pétain, puisque effectivement Pierre Laval prépare ce discours qui va être radiodiffusé pour l'anniversaire du début de la guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique, à un moment où il faut qu'il encourage un maximum de travailleurs français à partir se mettre au service de la machine de guerre allemande en Allemagne. Et donc il a préparé un premier texte où il dit « Je crois à la victoire de l'Allemagne et je la souhaite, car sans elle, le bolchevisme s'installerait partout en Europe. » Et il va soumettre son texte au maréchal Pétain. Comment pouvez-vous écrire « Je crois à la victoire de l'Allemagne » ? Qu'est-ce que vous en savez ? C'est un problème militaire, vous n'y entendez rien. Vous nous avez même assez emmerdés avec votre pacifisme. Qui va lui dire, alors ça c'est une obsession du maréchal Pétain qui se prend pour un grand styliste et un écrivain, que la phrase est maladroite grammaticalement et qu'en plus, puisqu'il n'est pas militaire, il ne peut pas savoir si l'Allemagne va gagner, donc c'est juste un souhait. Et bref, on va aboutir à cette phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne » qui est sans doute pire que « Je crois à la victoire de l'Allemagne » et qui va provoquer stupeur, indignation, incompréhension partout en France, et y compris dans certains cercles gouvernementaux. Or, durant le Conseil des ministres qui suit, Laval s'explique sur les raisons qui l'ont amené à prononcer ce discours, en fait, pour essayer d'amadouer l'Allemagne dans cette politique de déportation de travailleurs. Et Philippe Pétain, sur le moment, ne proteste pas du tout contre la formule. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Ne tirez pas, nous sommes américains. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Nous venons pour lutter contre Hitler, pas contre vous. En réaction,
Pour se protéger, les Allemands envahissent la zone sud de la France. Âgé, très inquiet, Philippe Pétain est débordé par la situation et il doute. À l'affût, Pierre Laval en profite pour lui subtiliser les pleins pouvoirs. Désormais, l'Auvergnat dirige le régime. Néanmoins, aux yeux des autorités allemandes, le maréchal Pétain incarne encore la légitimité du pouvoir en France. Aux yeux des Allemands, il restera toujours indispensable comme étant effectivement le garant de la discipline et de l'obéissance des Français. Et ils vont rencontrer les aspirations jamais éteintes du maréchal Pétain de se ressaisir des pouvoirs qu'il a cédés à Laval en novembre 1942. Et ça donnera lieu à d'autres épisodes assez déroutants de confrontation entre les deux hommes autour d'un pouvoir de plus en plus évanescent et inexistant. En janvier 1943, convaincu que l'Allemagne nazie doit et va gagner la guerre, Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Pierre Laval conduit sa politique pour la France sur ce pari-là. Et parmi ses décisions, il propose de créer une force de soutien française à la répression allemande. La milice combat la dissidence gaulliste pour l'unité française. Les miliciens de Tunisie, unis aux membres de la Légion des volontaires français, ont prouvé que seule la foi politique permet aux hommes qui en sont armés d'aller jusqu'au suprême sacrifice. Alors dans cette faillite, Pierre Laval va créer la milice avec un fasciste français à la tête de la milice, Joseph Darnan. Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain. Pourquoi cette milice d'abord, Yves Pourchet ? Les actes de résistance se sont multipliés, c'est-à-dire, et de toute façon, même la confiance en la police française devient de plus en plus difficile. Donc il faut que le régime se dote de forces particulières pour se défendre. À un moment donné, le service d'ordre légionnaire qui existait se transforme en milice armée, force supplétive des Allemands, très peu efficace en vérité, mais quand même capable d'organiser des coups de main et des répressions et des tortures, tout ce que vous voudrez, des violences. Et l'ennemi, c'est l'ennemi intérieur. Et ce sont les ferments de la guerre civile qui apparaissent sur le territoire. Dans l'esprit des fascistes, c'est ça. La meilleure des guerres, c'est la guerre civile. Et oui, donc il y a des ennemis en face qui sont les francs-maçons, les communistes, les juifs et les mauvais français. Bien sûr. Et la milice sert à chasser les mauvais français. Tout à fait. Et puis cette dynamique de guerre sur le territoire, ils pensent que leur pouvoir va être plus facile. Et alors voilà, Yves Pourchet, que ce Pierre Laval, homme de gauche, l'avocat des pauvres, se retrouve avec cette milice à passer en revue des troupes fascistes en chemise noire. C'est quand même assez contradictoire. Oui, l'homme à la cravate blanche qui passe en revue des miliciens, le pacifiste, celui qui a été réformé pour Varys, qui se prépare à justifier toutes les répressions et des actes de guerre sur le territoire. Contre la dissidence gaulliste, pour l'unité française. La révolution nationale et milicienne aboutira. Le seul but à atteindre n'est-il pas le bien-être de nos travailleurs dans une France régénérée et prospère? Le mois suivant, en février 1943, après la création de la milice, Laval confirme la mise en place du STO, le service du travail obligatoire. Autrement dit, les Français vont devoir aller travailler en Allemagne et soutenir l'effort de guerre nazi. Alors là, comment justifie-t-il cette nouvelle ? C'est la négociation avec Sokal, qui est le Gauleiter chargé de venir récupérer la main-d'œuvre française. Précisons que dans le régime nazi, un Gauleiter est une sorte de préfet. Et donc la pression de Sokal est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il veut de plus en plus d'hommes, et Laval est rentré en négociation. Donc il essaie, en favorisant un peu la relève, et en écartant un peu la pression des nazis sur d'autres demandes. C'est parce que le gouvernement a pu négocier les conditions du travail français que le sort de nos prisonniers a été amélioré. Pierre Laval, juin 1943. 100 000 d'entre eux ont été libérés ou sont en voie de l'être. 250 000 autres sont en train de voir transformer leur statut de captif en celui de travailleurs libres. Certains ont eu la joie de venir en permission dans leur famille. De même que chaque jour, des ouvriers reviennent d'Allemagne pour passer en France leur congé.
La relève continue et je suis en mesure de vous annoncer qu'au cours de ce mois, un nombre important de prisonniers relevés rentreront dans leur foyer. François! François, t'as vu, faut partir travailler en Allemagne. J'y vais pas. À partir de 1942, les nazis exigent de la main-d'œuvre française qualifiée pour aller travailler en Allemagne. En échange, Pierre Laval tente de négocier le retour de prisonniers de guerre en France. C'est ce qu'il appelle la relève. 3 ouvriers contre 1 prisonnier. Or, ce fut un échec. Donc, après la rafle du Veldiv, la création de la milice et la mise en place du STO, en 1943, Pierre Laval est haï en France. Mais il s'obstine et il prononce à la radio un discours irréel où il dit aux Français « J'ai besoin de vous ». Pierre Laval s'enfonce jusqu'au cou. Oui, mais c'est un homme politique. Il est persuadé que l'impopularité prépare la popularité. Et donc, à un moment donné, les Français n'ont pas compris, ne voient pas la portée de sa politique, mais que c'est une politique à long terme et qu'un jour ou l'autre, ils comprendront ce qu'il a fait. Donc Laval, c'est l'homme de l'explication, de la confidence. Il aime les petits publics, hein, il aime les campagnes électorales en vérité. Et donc, il est capable de lancer des arguments tout en acceptant ce que Pétain n'a jamais fait. Pétain, au contraire, aimait la popularité, il aimait qu'on l'adore. Laval n'avait pas peur qu'on le haïsse. La défaite ne peut pas avoir étouffé la voix de la France. Mais pour que cette voix puisse porter haut et loin, il faut en finir avec les illusions dangereuses auxquelles trop de Français s'abandonnent. Il faut savoir se soumettre aux disciplines nécessaires. J'ai confiance dans mon pays. Entre 1942 et 1944, Pierre Laval va s'obstiner dans sa politique de collaboration sans jamais rien obtenir d'Hitler, ou presque. Qu'est-ce qui motivait Pierre Laval? Sa soif du pouvoir, Bénédicte Vergès-Chaignon? Ce qui motivait Pierre Laval, c'est que je pense qu'une fois qu'il était engagé dans cette voie, il était impossible de faire le chemin à l'envers. Et ces hommes, à partir du moment où l'Union soviétique a été dans la partie, ne pouvaient plus concevoir une défaite allemande qui signifierait une victoire de l'Union soviétique et donc du communisme. Donc, il fallait faire tout son possible pour aider à la victoire allemande, tout son possible sans toutefois se départir du point de vue de Laval de son pacifisme fondamental. Il ne sera jamais tenté de faire entrer la France. Bon, qu'avait-elle encore comme force armée, ça c'est une autre question, mais de la faire entrer parmi les belligérants aux côtés de l'Allemagne. Il a toujours été persuadé que la supériorité de son intelligence et de son sens de la manœuvre lui permettrait de s'en sortir. Michel Charras. Il était tellement sûr de son étoile. 2008. Il a toujours cru qu'il s'en sortirait. Et quand vous lisez les carnets de sa fille, José Laval, qui raconte en parallèle la famille Laval, Madame Laval, José, de Chambrin, le mari de José, tout ce monde était persuadé qu'il avait servi la patrie et qu'il allait s'en tirer. Quand on regarde les faits, Yves Pourchier, entre 1942 et 1944, on se dit que Laval a creusé sa propre tombe. Et pourtant, il est persuadé qu'il œuvre pour le bien des Français. Quelle est l'origine de cet aveuglement? Est-ce qu'il était si assoiffé par le pouvoir qu'il n'a pas pris conscience qu'il devenait la figure du traître en France? Moi, je pense que de façon générale, c'est le piège du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous perdez conscience de la réalité, vous considérez que vous êtes l'homme nécessaire, indispensable, que vous seul êtes capable de comprendre exactement ce qui se joue. C'est-à-dire, j'ai négocié avec Mussolini, j'ai négocié avec Staline, j'ai rencontré le président Hoover. Comment voulez-vous que des Français moyens comprennent l'importance des enjeux? Donc, c'est Emmanuel Berle qui le dit. Il y a ce côté prophète chez Laval, un prophète noir peut-être, mais un prophétisme réel et un prophétisme rural, basique, qui renvoie toujours à son enfance, à son territoire, à son petit pays. Voilà ce qu'est l'idée de Laval. C'est maintenant l'heure de la conférence quotidienne entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Propagande de Vichy,
1942. Tous les problèmes de la vie de la France qui sont examinés en pleine confiance par les deux hommes. Alors les archives le démontrent, Pierre Laval a sans doute beaucoup manipulé Pétain, il lui a même menti, il l'a poussé à bout. Néanmoins, il faut quand même combattre cette idée, Bénédicte Vergès-Chaignon, selon laquelle Philippe Pétain serait devenu la marionnette de Pierre Laval, parce que finalement Pétain est resté fidèle jusqu'au bout dans son désir de collaborer avec l'Allemagne nazie. Il ne s'est pas inscrit contre Pierre Laval. Il s'est inscrit contre Pierre Laval dans la rivalité et non pas dans le choix d'une politique différente. Les deux hommes ont cru à la collaboration, même si ils ne mettaient pas exactement la même chose derrière ce mot, mais de toute façon, comme les Allemands, eux, ne mettaient rien derrière le mot, ça n'avait pas d'importance. Et Pétain, lui, était dans une logique de respect absolu de la convention d'armistice. Là encore, sans s'occuper du fait que les Allemands n'ont pas arrêté dès l'origine de violer la convention d'armistice, donc il était le seul à respecter les termes de cette convention. Donc c'est vrai que on le voit d'ailleurs dans les moments où Pierre Laval n'est pas au gouvernement, la politique de collaboration, elle continue. Elle est recherchée logiquement par Philippe Pétain pour lui permettre de promouvoir sa politique de révolution nationale et pour lui permettre, pense-t-il, de ménager une place à la France dans l'Europe amenée à vivre sous domination allemande pendant longtemps. En conclusion de ce 7e épisode, il faut retenir l'idée que Pétain et Laval, ces deux esprits vaniteux, se sont associés en 1940 pour conduire la France sur le chemin tragique de la collaboration avec les nazis. Le choix de cette collaboration a eu des conséquences catastrophiques. La mise à l'écart, la traque, la torture ou la déportation des mauvais Français. Philippe Pétain était sans doute en faiblesse à partir de 1942. Cela dit, il ne fut pas pour autant la marionnette de Pierre Laval. Les deux ont fini par se haïr, mais le destin va les unir jusque dans la mort. L'un et l'autre incarnent à jamais le chagrin et la honte française de ces années noires. Ils sont les ferments de la guerre civile. En 1944, alors que le régime de Vichy se délite, le vieux maréchal s'inquiète. Lettre de Philippe Pétain, 11 janvier 1944. La prison se resserre de plus en plus autour de nous. Cette guerre ne finira donc jamais. Pétain sent bien que le vent a tourné. Vichy, à la longue, est insupportable. Mais je ne peux rien prévoir de l'avenir, si ce ne sont que des nouveaux malheurs. Je suis vraiment triste ce soir. Septembre 1944, un château en Allemagne pour Pétain et Laval, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling, Martine Abat. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, Sigmaringen, le château hanté. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin, un livre France Inter.